Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du SaaS et de l'écosystème startup français. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le CEO et fondateur de Batsender qui va venir nous parler à la fois de son agence, mais également de son nouveau produit qui est Le Patron. Vous vous demandez peut-être un peu ce qui se cache derrière ces acronymes. Je peux vous dire déjà que le podcast est assez dense et nous allons parler d'email marketing et de marketing automation. Soyez attentifs, on va explorer de long, en large et en travers ce sujet, que vous soyez marketeur et déjà bien aguerri sur ce sujet-là ou totalement néophyte, où il y en a pour tous les goûts. J'ai eu le plaisir du coup de poser toutes les questions à Jonathan qui, au départ en 2010, avait fondé un blog pour parler de ce sujet qu'il adore et qu'il le porte encore jusqu'aujourd'hui avec son agence où il compte déjà une dizaine de collaborateurs. Jonathan nous partagera les tendances de l'email marketing. Vous verrez que l'email est loin d'être mort et on a encore beaucoup d'évolution et d'innovation à ce sujet dans les prochaines années à attendre, mais qu'également il est très facile aujourd'hui pour les entreprises de l'intégrer dans leur stratégie pour générer du business et de façon très rentable. Avant de vous laisser avec mon interview de Jonathan Loriot, pour toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début dans notre démarche, je vous remercie beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui découvrent la chaîne avec cet épisode. Je referme la parenthèse et je vous laisse avec mon interview de Jonathan Loriot, CEO et fondateur de Le Patron by l'agence Batsender. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour David, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content puisque ça fait quelque temps que qu'on essaye de synchroniser nos agendas pour faire ce podcast. Et là, on l'enregistre en pleine période estivale. Il fait chaud, il fait beau. Et du coup, on en profite. On n'est pas en vacances pour enregistrer ce podcast. Donc, bienvenue à toi. Merci. Est-ce que pour commencer, Jonathan, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton background, de qui tu es, et comme ça nous fera une bonne introduction pour savoir pour la suite du podcast. Alors, comme à peu près la majeure partie de l'équipe de Batsender et donc du patron, je n'ai pas d'études qui ont à voir avec ce que j'ai pu faire comme boulot plus tard. Donc, si on remonte aussi loin, moi j'ai fait 2 ans de Sciences Po à Bruxelles et puis j'ai fait un truc qui s'appelle écriture multimédia. Et donc, au bout de la première année, la première année, pardon, d'écriture multimédia, je me suis fait embaucher dans l'agence qui m'avait employé en tant qu'étudiant pendant l'été. Donc, j'ai Mhm. commencé ma carrière de ce côté-là une carrière en tant que webmaster à l'époque. Et puis après, j'ai travaillé pendant une année pour une filiale de la SNCF en tant que webmaster toujours. Et c'est à ce moment-là que j'ai touché à mes premiers emails avec Email Vision à l'époque, ce qui ne me rajeunit pas là tout de suite. On parle de quelle année là? On est dans les années 2000, c'est Là, ça? on est en 2007, je pense. Ouais, D'accord. 2007. Et donc, malheureusement, au bout d'un an, l'activité de cette filiale de SNCF a été relocalisée à Paris. Moi, j'étais à Bruxelles, donc j'ai pas désiré déménager. Et par contre, ils m'ont offert l'opportunité de faire mon premier job en télétravail à l'époque déjà, puisqu'ils m'ont proposé de continuer à produire les emails pour la nouvelle activité qui était réintégrée à Voyage SNCF à l'époque. Et donc D'accord, pendant depuis la 6 mois, Belgique. voilà, depuis la Belgique, pendant 6 mois, j'ai travaillé à distance pour eux. Et puis j'ai été embauché dans un grand groupe spécialisé dans la data qui s'appelle Bisnode et qui est un groupe suédois. Et donc là, j'ai travaillé entre 2008 et 2013 pour ce groupe où j'ai fait plein de trucs différents. Je suis rentré dans le département recherche et développement, mais pour faire de la gestion de campagne à l'époque. Puis j'ai accompagné les vendeurs sur le terrain pour faire de l'avant-vente et j'ai fini comme chef de produit email marketing chez eux. Donc c'est moi qui concevais les produits. Et en fait, en parallèle de tout ça, ma petite activité d'indépendant à distance que j'avais développée en 2008,
je l'ai gardé, je l'ai transformé en blog qui est devenu Batsender en 2010. Et donc, Batsender existe depuis 11 ans maintenant. Et donc, pendant 3 ans, tous les soirs, j'ai rédigé des articles jusqu'à 3 ou 4 par semaine aux bonnes périodes. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans la vie d'entrepreneur réellement. C'est en 2013 quand j'ai lâché mon job et que j'ai transformé Batsender de blog en activité de conseil. Donc, c'est Et comme ça. comment ça s'est passé du coup le switch? Toi, tu écrivais des articles, bon, on va dire sur tout temps libre. Et est-ce que tu en vivais? Tu faisais des prestations derrière? Comment ça fonctionnait à l'époque? Bah donc entre 2010 et 2013, non, j'en vivais pas du tout. J'ai fait quand même quelques petites missions à côté de mon job de salarié Bien sûr, qui permettaient d'avoir quelques rentrées un petit additionnelles. complément, ouais. Voilà. Et en fait, en 2013, ce qui m'a permis de me lancer, c'est que on m'a acheté 3 jours par semaine, ce qui est toujours une bonne chose quand on démarre comme entrepreneur indépendant. Bien sûr. Voilà, et donc c'était un routeur français qui m'avait acheté ces jours pour les accompagner dans la rédaction de contenu et dans de l'accompagnement sur les questions de délivrabilité email. Et donc c'est entre autres grâce à eux que j'ai pu développer Batsender et puis que le patron est arrivé par la suite. OK, super. Bah, merci pour déjà ce petit retour sur ton background, ton back office. Et justement, tu as mentionné et ce que je disais aussi en introduction, on parle de Batsender, de le patron. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment aujourd'hui Batsender, qu'est-ce que vous faites chez Batsender et comment ce projet du patron est né? Et après on ira un petit peu plus loin pour les gens qui s'intéressent, pour Ouais, poursuivre un peu la conversation. Batsender, pour la petite anecdote, c'est un nom qui est un peu paradoxal, puisque Tout à fait, ouais. on fait à peu près l'inverse de ce que le nom peut vouloir dire. Et donc ce nom, il vient entre autres d'articles qu'on rédigeait sur le blog et qui étaient les bad senders de la semaine. Malheureusement, on n'a plus le temps d'en faire pour le moment, on devrait, qui étaient des critiques constructives de ce que certaines marques pouvaient mal faire dans Mmh. leurs emails. Et donc, quand j'ai créé l'activité de conseil et puis qu'on a créé l'agence en 2015, tout le monde nous connaissait sous ce nom-là. Et donc, Batsender, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, et ça risque de continuer encore un bout de temps, c'est une activité d'accompagnement sur la stratégie email marketing et CRM. On fait de la conception, donc du design, de la rédaction, de l'intégration HTML pour l'email. On fait pour certains de nos clients aussi de la gestion en full service, c'est-à-dire qu'ils nous donnent leur brief et on fait tout l'ensemble de la production de campagne jusqu'à leur relivrer les statistiques. Et il y a une quatrième activité à côté de ça qui est la partie délivrabilité où on accompagne nos clients pour que leurs emails arrivent en boîte de réception et pas en boîte spam. Et donc là, sur cette partie-là, on intervient souvent en mode pompier quand c'est la catastrophe et que les emails arrivent déjà en spam ou sont bloqués. Donc voilà, ça c'est la partie Batsender. Et en fait, le patron, donc c'est un email builder, on redéfinira peut-être ce que c'est dans un instant. Tu anticipes, c'est En bien. fait, ouais, notre email builder, il existe depuis longtemps, mais il n'avait pas de nom jusqu'il y a 2 ans. Euh, En fait, il existe depuis 2017 et il était parti d'un constat que dans certains grands groupes, on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages avec assez peu de méthodologie et que parfois, quand il y a des outils qui existent, surtout à l'époque, ils sont bricolés et donc ça tient pas toujours la route. Et donc l'objectif du patron, c'est vraiment d'accompagner les équipes qui produisent des emails, surtout à la chaîne, à le faire de manière plus efficace et en fait à retirer toutes ces petites tâches répétitives qu'il y a quand on doit produire une campagne email pour essayer de les automatiser et que les chefs de projet, les gestionnaires de campagne puissent vraiment se focaliser sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire optimiser leurs résultats, tout mettre dans la créativité, faire du test, faire Générer des de la vente. iterations, voilà, tout ce qui fait que les chiffres progressent et qu'on s'améliore, plutôt que faire ces 10 fois la même chose sur la semaine
alors que ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc on peut dire qu'en fait c'est venu de l'agence Bad Sender, donc en accompagnant vos clients dans différents contextes, qu'est né ce projet-là Ouais, et que vous ouais, avez même formalisé, en fait, modélisé c'est ça. ce Même produit. d'un client en particulier parce que, en 2015-2016, on a accompagné, un gros groupe dans le secteur du tourisme, célèbre groupe de villages de vacances, qui nous avait demandé de les accompagner sur le passage au responsive à l'époque. Ils étaient un peu en retard Alors sur est-ce leurs que tu peux juste concurrents. redéfinir ce que c'est que le responsive pour que tout le Donc monde le puisse te responsive, suivre? c'est le fait qu'un message, qu'un email, qu'un site web s'adapte correctement quand il est lu sur un terminal qui a un écran plus petit. Et donc c'est la réorganisation automatique du contenu pour qu'il reste lisible et bien organisé. Là où à l'époque c'était un dézoom de l'email ou du Oh, site web. chez eux, c'était oui, c'est ça. Les emails gardaient leur largeur et donc les textes étaient minuscules à l'écran Donc fallait sur zoomer un petit peu, mobile. Voilà. sortir ses lunettes. C'est ça. Et pour un groupe de cette taille-là, ils étaient un peu en retard par rapport aux autres. Et donc, ils nous avaient missionné pour qu'on leur crée des gabarits email, en tout cas qu'on les accompagne, parce que c'était une autre agence à l'époque qui avait fait la partie opérationnelle. Et donc, on les avait guidés pour arriver à des templates efficaces et qui puissent produire rapidement. Et donc, leur objectif, c'était dans leur outil de gestion de campagne de créer un email builder sur mesure qui s'est avéré être une grosse usine à gaz. Et donc, on s'est dit, bah, c'est pas possible de travailler avec des outils de ce type-là. Il y a vraiment quelque chose à faire pour que ce soit pratique et efficace à produire. Et donc on a cherché un peu sur le marché ce qui existait. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose de sexy, et donc on s'est posé sur une solution open source qui s'appelle Mosaico, qui venait de sortir et sur laquelle on a rajouté de très très nombreuses couches et optimisations pour arriver à ce qu'est le patron aujourd'hui. Alors du coup, tu l'as utilisé plusieurs fois, mais l'email builder, comment tu le définirais simplement pour les personnes un peu néophytes sur le sujet? Donc Email Builder, littéralement, c'est constructeur d'email. Donc un email builder, c'est un outil qui permet de construire des emails sans avoir besoin de toucher au code. Et donc en général, on va aller prendre des éléments en glisser-déposer dans une bibliothèque d'éléments et on va aller les positionner dans ce qui va devenir notre message. Et donc on va glisser-déposer des boutons, des blocs, des images, etc. Et derrière, on va pouvoir aller éditer le texte, placer des liens sur les images, sur les boutons, dans le texte, changer des couleurs, etc., sans avoir besoin d'aucune connaissance technique. Oui, parce Et que justement, historiquement, l'email est quelque chose d'assez technique finalement. C'est des informaticiens, c'est des ingénieurs qui codent derrière, des techos comme on dit, et qui codent les emails. Et ce qui fait que c'est pas très accessible finalement pour, bah, par exemple, moi, je ne sais pas coder, mais quand on utilise un email builder, ça permet de générer des messages, des emails de qualité sans pour autant mettre la main dedans, quoi. ouais, bah, je sais pas si tu as déjà parlé de no-code dans tes podcasts, certainement. Et c'est un peu dans la même mouvance, c'est faire réaliser des choses techniques sans avoir besoin de s'y connaître. Et donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'aider nos clients à construire des emails qui passent partout, parce que ça, on y reviendra dans un instant. Le monde de l'email est beaucoup plus compliqué que le web d'un point de vue rendu Tout à fait, oui. des messages. C'est un point qui est important d'éclaircir aussi. Et donc, bah, on va avoir cette opportunité-là de mettre à disposition de personnes qui n'ont pas de connaissances techniques ou très peu, un outil qui, au final, va avoir un rendu qui sera le plus parfait possible. Et donc sur le marché, il y a beaucoup d'email builders, il y a des outils qui sont intégrés dans les outils de gestion de campagne et d'envoi d'email, il y a des outils dédiés. Et nous, on a pris un positionnement qui est un peu différent de la majeure partie de nos concurrents sur le sujet, c'est de créer des gabarits dans l'email builder qui soient vraiment conçus sur mesure pour les clients avec lesquels on travaille, puisque plupart des email builders vous permettent de faire un email
mais qui va pas, par défaut reprendre, votre charte graphique, vos codes, ergonomiques, votre image de marque et cetera. C'est, vraiment, il y a un travail en amont qui est réalisé avant que nos clients puissent utiliser l'outil. Ok, bah justement, c'était la question que j'allais te poser. Il y en a 15 000 qui me viennent à l'esprit hein, quand je t'entends, mais la première, j'ai envie de dire pragmatiquement, tu vois, quel type de client peut accéder au patron? Qui sont aujourd'hui ceux qui l'utilisent? Et oui, c'est ça, qui utilise le patron quoi, concrètement aujourd'hui? Alors c'est assez variable. On a plutôt quand même des entreprises qui ont des tailles importantes. Je pense qu'on peut dire sans trop de problèmes que notre plus gros client, c'est le groupe Clarins, qui Mmh. produit plusieurs centaines d'emails, par mois pour, une dizaine de pays dans le monde. Donc là, c'est largement le plus gros. Et ensuite, on va avoir des entreprises, qui sont plutôt connues du grand public, mais qui n'ont pas forcément des équipes qui sont gigantesques, derrière. On a toute une série de clients, où dans l'équipe, CRM, il y a une ou 2 personnes maximum, voire pas d'équipe CRM du tout, juste Bien un sûr, responsable, qui travaille dans l'équipe et marketing qui fait un peu digital tout. et qui peut aussi faire plein d'autres trucs sur le côté et qui donc justement a besoin d'économiser son temps, au max. Donc voilà, on a un peu tout type de clients. Après, ce qui est important, c'est qu'il faut quand même un minimum de volume. On n'utilise pas un email builder sur mesure si on fait 3 newsletters par mois, parce que au final, ça coûterait probablement moins cher de faire réaliser les emails à la pièce par une agence que de construire un outil, dédié sur cet usage-là. Oui, parce que la nuance, c'est que toi, tu viens avec, une base que tu co-construis avec le client. Ce qui fait que quand tu lui mets à disposition le patron, c'est son patron à lui. C'est ça, tout à fait. Et on a vraiment une phase, d'atelier de travail où on va réfléchir avec notre client à, bon, dans tes emails, jusque-là, combien de types de blocs de contenu, tu avais besoin, quelles sont, éventuellement tes différentes marques? Parce que, quand on fait de l'email marketing, même si on n'a qu'une vraie marque, on a différentes typologies de messages. On peut faire de l'email transactionnel, on peut faire des emails un peu plus éditoriaux, on peut faire des emails purement commerciaux. Et donc chacun de ces messages peut avoir une identité qui est légèrement différente. Et ça, c'est des éléments sur lesquels on va vraiment travailler avec nos clients en amont pour essayer de construire le gabarit, sur mesure qui va convenir à vraiment l'ensemble des besoins, en termes de création de messages, pour que tout ça soit intégré d'entrée de jeu et qu'il ait vraiment, une notion d'efficacité derrière qui fait que bah, tout type de message, il est capable de les créer dans l'outil, sans devoir trop se casser la tête parce qu'on leur a fait alors j'allais dire une bonne fois pour toutes, mais il faut quand même se remettre en question, régulièrement, tout Bien ça sûr. peut être évolutif, mais c'est de se dire, ben là j'ai un nouveau besoin qui apparaît, je vais dans le patron, je crée mon message et j'ai, déjà, toutes les options qui ont été prévues à l'avance pour, sortir à peu près toutes les typologies de messages, pour tous les besoins que j'ai. Et est-ce que justement avec le patron, on est obligé d'avoir déjà une structure existante? Est-ce que, par exemple, moi j'ai pas de routeur. Alors le routeur, c'est ce qui permet finalement d'envoyer les campagnes, sur une base de données. J'ai pas de routeur, est-ce que je peux utiliser le patron? Il faut forcément que j'ai déjà quelque chose en place. Non, on a vraiment là un outil qui est dédié, et d'ailleurs qui peut se connecter à certains routeurs pour pousser automatiquement les emails qui sont créés dans le patron et se les rendre disponibles, dans vos outils d'envoi pour qu'il n'y ait pas de nouveau de manutention de fichiers, etc. Mais par contre, la vocation de l'outil, c'est pas du tout d'envoyer vos campagnes à vos 50 000 abonnés. C'est pas l'objectif. On est vraiment là sur de la construction de messages. D'accord, très clair. Et justement, quand on préparait un petit peu le podcast, tu m'expliquais pourquoi cette phase un petit peu de préparation était importante. Là, tu viens de citer, un argument assez important, c'est que, ben, chaque marque est différente, chaque, besoin est différent. Donc, est-ce que j'ai besoin de faire telle, charte graphique pour tel type d'envoi? J'ai plusieurs marques sur lesquelles je veux, pousser des campagnes et ben, il me faut tel et tel gabarit, il me faut X gabarit pour X marque.
mais c'est pas la seule raison. C'est que derrière, ça reste, et tu l'as dit tout à l'heure, quand même très technique. Et derrière le fait que ça soit vous qui, entre guillemets, «codiez», le gabarit, ça vous permet d'optimiser ce que tu as déjà dit tout à l'heure, la délivrabilité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Ouais, alors c'est une spécificité aussi de notre outil, même si on n'est pas les seuls à travailler comme ça, c'est que tout le code qui va être rendu disponible dans l'outil, il est créé à l'avance. Euh, et donc on peut aussi le tester. Et en fait, dans l'email marketing, on a quand même une spécificité par rapport au web. C'est que pour le web aujourd'hui, si votre site est compatible avec Chrome, Firefox et Safari, ben, votre site est compatible avec 99% du marché et des visiteurs qui vont se présenter. Avec l'email, c'est un peu différent, enfin c'est même très différent, puisque c'est plutôt ce qu'on appelle les clients mail et les webmails, donc l'application Outlook, votre Gmail sur smartphone, sur ordinateur, dans votre navigateur, Outlook.com qui a encore une interface différente, Yahoo, etc. Et donc en fait, on se retrouve avec une multitude d'environnements différents qui ont chacun leurs règles et on fait souvent le grand écart entre ce qu'accepte l'application mail sur iPhone ou sur Mac, qui est une de celles qui est les plus permissives et qui en tout cas a le rendu le plus attendu, Fidèle. c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de surprises quand on fait un email pour l'application mail d'Apple. Versus de l'autre côté de l'échelle, Outlook qui a plein de spécificités, il y a plein de trucs qu'on fait depuis des années qui marchent toujours pas dans Outlook, et en plus avec plein de versions différentes. Et donc ça nécessite de tester les emails à fond. Et donc nous, on est capable de les tester en amont au moment de la création du gabarit, ce qui est plus compliqué avec les outils qui vont générer automatiquement du code et qui peuvent avoir des problèmes et des bugs d'affichage dans certains environnements. Et en fait, tu parlais de délivrabilité, et pour moi, c'est important de distinguer ce qu'est le rendu d'un email, le fait que ça s'affiche bien ou qu'il y ait des décalages, des marges en trop, etc., de ce qu'est la vraie délivrabilité. Pour moi, la délivrabilité, c'est le fait que votre message arrive à l'endroit qui est attendu, c'est-à-dire dans la boîte de réception ou éventuellement dans la boîte promo, par exemple, si Tout on à parle fait. de Gmail, plutôt que dans la boîte spam où n'arrive pas du tout, ce qui peut arriver aussi. Et ça, aujourd'hui, c'est très peu dépendant de la qualité du code qui est contenu dans vos emails. Ça peut arriver que ça a un impact, mais c'est vraiment marginal par rapport à toutes les autres raisons qui peuvent faire que vos emails sont délivrés en spam. Très clair. Et justement, derrière ce sujet de restitution, tu parlais effectivement de messagerie. Aujourd'hui, comment tu observes, le décor? Alors on va peut-être parler de la France principalement, de l'usage de l'email par rapport en France. Est-ce qu'on est un peu en avance? Est-ce qu'on est en retard par rapport à la technologie? Est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à apporter en termes d'éducatif? Qu'est-ce que toi tu constates aujourd'hui sur le marché avec, notamment l'agence Sender, mais aujourd'hui avec le projet, Le Patron? Bah, je pense que le marché français est plutôt bon dans son ensemble en termes d'usage et de stratégie. Alors, il est très clair que enfin, j'espère qu'on est après l'épisode Covid, tous les canaux directs, notamment l'email qui est un des plus importants, sortent clairement renforcés parce qu'à peu près toutes les marques se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup de richesses dans leur base de données clients. Et donc, on se retrouve aujourd'hui à avoir des marques, notamment B2B, qui investissent comme ils n'ont jamais investi dans l'email marketing, dans leur automatisation marketing qui passe beaucoup par l'email, parce qu'ils se sont rendus compte qu'au final, ils avaient une richesse qui était inexploitée, qu'automatisée, tout ça, ça pouvait être extrêmement intéressant, que quand les commerciaux peuvent pas se rendre sur place pour aller démarcher des clients ou des prospects, ben, le canal email, c'était quand même un très bon relais, en tout cas pour une partie de l'approche commerciale.
Et donc, pour revenir à ta question qui est de la maturité, je pense que d'un point de vue technologique et usage, on n'est pas mal du tout en France. Il y a un truc qui, personnellement, je trouve pêche un peu, c'est la partie créative. On se retrouve souvent avec des emails qui sont plats, peu engageants, qui sont pas forcément dans la ligne de la charte graphique et éditoriale de ce qui est fait sur les autres médias que sont le site web, les réseaux Bien sûr. sociaux, etc. Et là, on a souvent l'impression que d'un point de vue créativité, l'email reste le parent pauvre. Là où dans d'autres pays, il n'est pas rare euh, que des marques dépensent 50, 100 000 dollars pour refaire rien que la charte graphique et éditoriale de leurs emails. On en est encore très très loin en France. Bon, le marché n'est pas exactement le même non plus, mais on n'a pas forcément ces démarches qualité d'avoir vraiment une envie créative vis-à-vis de l'email. Et Ça, comment c'est un tu truc l'expliques effectivement. ça, du coup, quand tu parles un petit peu aux marketeurs, Ben, on sent qu'ils sont focus sur beaucoup les ads, le site internet et comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a ce parent pauvre, comme tu dis? ouais, je pense que l'email reste quand même un peu ringard, même si tout le monde a pris enfin, a bien compris que l'email était important et était rentable. Ça, il n'y a pas de problème, tout le monde l'a en tête. Par contre, c'est pas vu comme étant quelque chose de moderne. Or, l'email, il est quand même dans la vie de tout le monde tous les jours. Il est quand même très rare d'avoir des gens qui n'ouvrent pas leur boîte mail de la journée. Donc, je sais pas combien de fois tu consultes tes emails par jour. Est-ce que tu as déjà On essaie réfléchi? de limiter, mais oui, un certain nombre quand même, hein, un certain nombre. Euh, et donc, ouais, et je pense qu'il y a cette question de modernité, mais c'est peut-être passager. On a vraiment vu les réseaux sociaux pomper une bonne partie des budgets de marketing digital entre 2010 et 2014. Ça s'est un peu redistribué depuis. Mais malheureusement, il est clair que en deux publicités en heure de pointe à la télé, on peut potentiellement saccager tout le budget CRM d'une entreprise. Ah oui, Donc, on est voilà, sur ces échelles-là, quoi. voilà. Et Donc, justement, est-ce que cet effet un peu ringard, ça ne reviendrait pas du fait que l'email a du mal à évoluer, de la complexité que tu évoquais tout à l'heure, le fait qu'il y ait beaucoup de clients mail, qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent encore des vieilles messageries, je mets ça entre guillemets, mais parce que bah, des systèmes ne se mettent pas à jour, il y a des Outlook qui traînent. Justement, bah, du coup, aujourd'hui, on a l'usage et la consommation de la vidéo, mais par exemple, sur l'email, c'est compliqué de générer de la vidéo, par exemple. Alors que ouais, c'est devenu ça dépend un vraiment des usage. cibles, hein. Et c'est important aussi de dire qu'en B2C, dans le monde, alors on n'a pas forcément de chiffres très précis sur la France, mais quand on regarde nos clients individuellement, on est à ces chiffres-là. Il y a à peu près 50% des ouvertures qui sont pris par des clients mail modernes et des webmails modernes qui permettent de faire des choses Dans l'air vraiment du temps. poussées dans l'air du temps. On a des technologies qui vont mettre du temps à s'imposer, comme AMP par exemple, qui est poussé par Google. Alors qu'est-ce que c'est AMP? Moi je sais Alors, ce que c'est, mais est-ce que tu peux ouais, m'en dire un petit AMP, peu? c'est une technologie que Google a développée à l'origine, surtout pour booster la vitesse d'affichage des pages web sur mobile, entre autres à destination du secteur de la presse, mais pas seulement. Et en fait, AMP permet d'embarquer toute une série de mécaniques modernes qui aujourd'hui ne sont pas accessibles dans l'email. Par exemple, remplir un formulaire, aller chercher dynamiquement des éléments de contenu sur un serveur qui permet de faire ce qu'on peut appeler pompeusement le temps réel dans l'email, qui est déjà possible dans certains cas, mais qui a ses limitations. Après, voilà, c'est une technique qui est assez critiquée parce qu'elle est plus ou moins verrouillée par Google. Et aussi, ben, ça demande de créer encore une version supplémentaire du message pour le moment. Donc l'adoption n'est pas encore massive, donc on est assez attentiste sur le sujet, mais voilà, il y a pas mal d'initiatives de ce type-là. Et Donc puis tout après, ce que tu dis par là, c'est que Apple fait des choses, Google dans son coin aussi, ce qui fait que celui qui si tu veux être un petit peu,
à la pointe de l'innovation, bah, c'est toujours pareil, c'est l'entreprise qui va générer son mail, qui va devoir, adapter un petit peu, la création de son contenu, faire Ouais, un sachant contenu que la Apple, un règle, contenu c'est Google. quand même, celui qui a le plus de parts de marché a plus de chances de voir sa technologie arriver à maturité. Et clairement, Apple et Google sont les 2 premiers en termes de représentativité des clients mail. Et Même les si autres suivent. ouais, bon, les autres suivent pas toujours. Dans C'est-à-dire le meilleur des cas, ils suivent. bah, en fait, dans l'email, c'est surtout les parts de marché qui sont qui sont les plus importantes. Clairement, Apple et Google sont les plus représentés en termes de nombre d'ouvertures d'email. Et donc, ce sont les technologies que ces deux-là mettent en place qui ont le plus de chances d'être adoptées. Alors Google est très créatif quand il s'agit de lancer des nouvelles techniques liées à l'email. Donc on a parlé d'AMP, mais ils ont aussi lancé la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des métadonnées dans les emails pour valoriser leur visibilité dans la boîte promo, par exemple. Ils sont à la manœuvre sur pas mal de sujets au niveau délivrabilité. Alors que du côté d'Apple, bah, en gros, ils essayent surtout de respecter les standards du web, concernant les emails en tout cas, ce qui est déjà énorme par rapport à notamment Outlook dont on a déjà parlé juste avant. Mmh. Et puis Apple va aussi être assez agressif sur tout ce qui est respect de la vie privée parce que c'est leur dada actuel et on espère que ça va continuer un certain temps d'ailleurs. Et donc ils mettent ça aussi en place dans leurs clients mail. Et c'est une très bonne chose, même si ça fait grincer des dents et qu'ils ont d'autres pratiques dont on pourrait reparler, mais c'est pas le sujet du jour. Yes, complètement. Et justement, bon, on entend bien que là, avec ce que tu nous racontes, on est loin d'avoir ce buzzword qu'on entend tous les ans et on en a déjà parlé, comme quoi l'email est mort, on va passer sur du conversationnel, du temps réel. Ça reste quand même hyper ancré finalement dans l'usage, alors j'ai envie de dire des Français, mais des Européens. C'est pas tout le temps le cas, puisque si je prends un exemple, en Chine, par exemple, l'email est très peu utilisé, tu vois? Ouais. Et aux States peut-être que plus européen. En fait, il y a quand même un truc qui est important de relever avec l'email, c'est qu'avec le web lui-même, c'est une des seules technologies vraiment ouvertes qu'on utilise actuellement dans la communication ou pour le marketing. Et c'est intéressant le parallèle avec la Chine, c'est que la Chine, bah, c'est quand même un territoire qui est très verrouillé d'un point de vue technologie, parce que n'importe qui ne peut pas communiquer de manière trop ouverte et trop directe en Chine sans être Tout à fait. espionné. Et l'email, par essence, c'est une technique où n'importe qui peut demain, avec un peu de connaissances techniques, créer un serveur mail et commencer à envoyer des emails vers d'autres noms de domaine et donc d'autres serveurs mail. C'est un peu comme si on disait demain qu'on ouvrait toutes les technologies de messagerie et qu'on pouvait envoyer depuis WhatsApp des messages vers Signal, et vers toutes les autres plateformes de messagerie, ce qui semble complètement incongru, mais qui est totalement réalisable avec l'email. Et c'est aussi probablement une des raisons pour laquelle l'email va continuer à vivre encore longtemps, avec plein d'adaptations, et il y en a déjà eu sous le capot dont on n'a pas forcément besoin de parler, mais voilà, l'email tel qu'il existe aujourd'hui, il a 40 ans. SMTP, qui est la technologie derrière, elle est née en 1982, c'est-à-dire 9 ans avant la création du web. Donc oui, c'est un ancêtre, et c'est un Ah oui. ancêtre qui garde énormément d'avantages et surtout une énorme ouverture par rapport à d'autres concurrents. On sait que Facebook a plusieurs fois essayé de s'attaquer à l'email et s'est chaque fois cassé les dents. Et je pense qu'ils vont avoir du mal à le détrôner pour certains des usages. Pour d'autres, sans doute pas, par contre. Eh ben, dis donc, un avenir qui est encore prometteur et long, en tout C'est vrai. cas. Et justement, j'en profite pour, faire un petit parallèle. On a un peu évoqué, par le biais de l'agence, vous de Batcender, justement. Aujourd'hui, je crois que je t'ai pas posé la question, mais c'est combien de personnes, dans l'agence aujourd'hui? Alors, Batsender, dans les membres permanents, on est 10. Et dans les membres non permanents, parce que comme toute agence, on va chercher des talents et des expertises
en fonction des en projets, fonction des besoins. voilà, on peut monter à une vingtaine en fonction des besoins. Ouais, et justement, du coup, au niveau de l'agence, qui peuvent, vous solliciter et globalement, quelles sont les problématiques que vous adressez le plus souvent aujourd'hui? Ouais, alors notre public cible, c'est vraiment les équipes opérationnelles chez les annonceurs. Donc nous, on est surtout là pour venir en renfort, en expertise, en optimisation pour les équipes qui produisent de l'email au quotidien, que ce soit des emails one-shot ou des gens qui vont créer des scénarios automatisés. Donc on est vraiment là pour les aider à améliorer les performances de leur campagne. Donc on va À être plus créatif voilà, aussi? d'être plus créatif, entre autres, ouais. Et puis, on va surtout être là et quasiment uniquement sur la partie fidélisation. Donc, on n'est pas du tout une agence qui a vocation à vendre des fichiers d'adresse email, à en louer, etc., à des fins de prospection. C'est pas du tout notre job. Donc, on est vraiment là pour de la fidélisation. Après, entre B2C et B2B, ben, historiquement, on faisait beaucoup de B2C, on fait de plus en plus de B2B parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une hausse de maturité sur les besoins B2B qui est gigantesque là depuis une dizaine de mois. Et c'est même très intéressant de travailler en B2B. On peut avoir l'impression que c'est plus créatif de faire des campagnes B2C vers les consommateurs parce qu'on peut se permettre peut-être dans le message un peu plus de liberté. Par contre, sur toute la partie automatisation, intelligence des campagnes, le B2B, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, les équipes opérationnelles, plutôt de la fidélisation, et à la fois du B2C et du B2B. OK, et justement, qu'est-ce que tu donnerais toi aujourd'hui comme conseil à des personnes qui nous écoutent, qui font peut-être de l'email marketing depuis des années ou depuis qu'ils se sont lancés, ou même des gens qui n'y connaissent rien? Comment tu, quels sont un peu tes conseils pour leur dire: «Bah, voilà, regardez un petit peu vos emails, qu'est-ce qu'il faut challenger? Quelles questions il faut se poser pour faire du bon email en 2021?» quoi? Alors là, j'espère que tu encore une heure et Grande demie. question. Ah, on va essayer de faire ça concis, mais ça sera potentiellement le sujet d'un autre podcast. Alors, un conseil très très générique que j'aime donner, c'est d'essayer de produire et d'exécuter. Il ne s'agit pas de passer 6 mois à faire des plans sur la comète, à faire des beaux documents PowerPoint de 50 pages, si c'est pour mettre des mois et des mois à faire ce qui est écrit sur la première slide. Donc c'est vraiment un tout premier conseil, c'est avancer étape par étape et pas commencer à réfléchir trop loin sur des choses qui risquent au final de jamais se réaliser. Et quand on parle de choses à réaliser en priorité, je pense que sur la partie automatisation, il y a vraiment deux ou trois scénarios automatisés qu'il faut essayer de construire très rapidement et voire même avant de commencer à exploiter la moindre newsletter, moindre envoi commercial. Il y a tout ce qui est scénario orienté sur l'onboarding. Quand vous avez un nouveau client, qu'est-ce que vous lui dites? Comment vous lui expliquez quels sont vos produits? Comment vous l'accompagnez dans l'usage du service ou du produit dont il vient de faire l'acquisition? C'est vraiment quelque chose qui est super important. Et là, quand je parle d'onboarding, c'est pas juste un email qui vient vous dire OK, vous êtes bien inscrit dans notre service, à bientôt. C'est vraiment quelque chose qui va le prendre par la main et lui expliquer comment ça fonctionne, comment en profiter, etc. Ça, c'est vraiment la priorité numéro un. Je pense que quand on fait des ateliers de travail ou des audits, c'est quasiment toujours la première chose qu'on propose de reconstruire avec nos clients s'ils avaient déjà une base existante. Et puis après, pour rester sur la partie automatisation, quand on fait du retail ou du e-commerce, avoir un email d'abandon de panier, c'est absolument primordial, et pas uniquement dans le e-commerce d'ailleurs, hein. Si vous avez des processus d'inscription ou des funnels de conversion qui sont relativement longs, essayez de capter une adresse email ou un numéro de portable au tout début
du funnel pour être certain de pouvoir relancer les personnes qui n'arriveraient pas au bout. Parce que si elles n'arrivent pas au bout, c'est peut-être que bah, simplement tous vos formulaires les ont gavés et qu'ils n'ont pas envie d'arriver au bout. Exactement. Ils ont mis dans le panier, Voilà, mais peut-être ils se que sont dit: «Ah, ceux-là, c'est il trop faut. compliqué». Ça peut être bien aussi de repasser par l'humain à un moment donné pour finaliser une commande, surtout si la valeur est importante. Et c'est là où je dis qu'en B2B, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. C'est qu'en B2B, on peut souvent se permettre de faire ce genre de choses. Alors qu'évidemment, quand on vend des chaussettes, bah, c'est plus difficile de rappeler chaque client qui n'a pas finalisé sa commande. Euh, pour terminer avec les scénarios automatiques, ben, il y a tout ce qui est inactif. Les inactifs, ça peut être deux choses. Ça peut être des gens qui ne lisent plus vos messages, mais ça peut aussi être des clients qui n'ont pas renouvelé, qui ne sont pas revenus depuis longtemps. Et donc ça, ce sont des scénarios qui sont rentables d'un point de vue purement monétaire parce qu'ils vont générer du chiffre d'affaires si vous arrivez à reséduire ces personnes, mais qui vont aussi vous aider sur la partie délivrabilité dont on a déjà parlé tout à l'heure. Parce que aujourd'hui, les filtres anti-spam, ils essayent surtout de détecter si les destinataires des messages ont envie de les recevoir, s'ils les ouvrent, s'ils cliquent dedans, etc. Et donc, si vous gardez une base active, bah, vous allez mieux délivrer vos messages et vos inactifs, si vraiment ils veulent pas revenir, il y a un moment donné où il faut apprendre à leur dire au revoir. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important et qui est beaucoup plus difficile à entendre de la part de certains marketeurs. Parce qu'évidemment, se dire qu'on va abandonner tous les contacts et ne plus les solliciter, toutes les personnes qui n'ont plus ouvert, cliqué ou acheté depuis 6 mois, 1 an, bah, c'est difficile, il faut faire son deuil. Mais parfois, ça va apporter beaucoup de valeur sur ceux qui étaient actifs ou qui avaient envie d'être actifs, mais qui ne voyaient plus les messages en question parce qu'ils étaient dans la boîte spam ou ailleurs. Donc voilà, onboarding, panier abandonné ou funnel abandonné et réactivation, c'est vraiment les trois scénarios prioritaires. Alors, je ne sais pas si tu veux que je continue sur d'autres Non, super d'autres intéressant. Bah, actions. écoute, non, 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 bah, c'est top. Je pense que déjà, il y a beaucoup à faire avec ça. Et justement, est-ce que toi, tu t'adresses à des TPE peut-être un peu plus traditionnelles, je dis TPE, mais entreprises plus traditionnelles, qui n'ont pas forcément aujourd'hui une logique digitale. Est-ce qu'ils te sollicitent ou est-ce que toi, tu vas aller les chercher aussi? Ouais, Est-ce que ça leur parle justement l'email marketing? alors ça leur parle tout à fait. Ce qui est difficile, et je pense que les trois scénarios dont j'ai parlé, c'est un exemple assez intéressant, c'est de savoir par où commencer. Tout à fait. Et il y a moyen de commencer petit, avec des choses simples. Euh, Parfois aussi se dire, bon, bah, la créativité de mes messages, c'est une chose, mais il faut commencer par communiquer, et communiquer avec les tripes aussi. Et donc parfois, l'instinct, il peut porter ses fruits pour les entreprises qui auraient moins de moyens à mettre sur la table. Et nous, on essaye de les adresser un peu différemment, en tout cas dans les missions qu'on réalise. C'est qu'on va plutôt être sur du, du coaching ponctuel. Ce qu'on fait, c'est que souvent, on vend des packs de 1, 2, 3 jours qui sont, où les gens peuvent nous demander des conseils en fonction de leurs Très besoins précis des tout au fois. long de l'année. Et comme ça, ils viennent puiser dans leur pack d'heures et ils ont les réponses aux questions qu'ils se sont posées sans commencer par un audit qui va prendre des semaines ou par un atelier de travail qui va monopoliser Ouais, toute l'équipe pendant tout à fait. des journées entières. Et donc ça, souvent, c'est une bonne manière de démarrer, c'est de se dire, bah, j'ai un expert sous le coude, j'ai échangé avec lui, il m'a séduit dans son approche, et derrière, bah, je vais aller lui poser vraiment des questions concrètes pour trancher, par exemple, entre deux pistes sur lesquelles en interne on n'arrive pas à se décider. Voilà, ça c'est des types d'interventions qu'on peut faire dans de plus petites entreprises. Et notamment sur la partie délivrabilité, on fonctionne énormément comme ça, puisqu'on a quasiment la majorité de nos clients qui sont plutôt des TPE et qui, grâce aux conseils sur la délivrabilité, prennent aussi beaucoup de conseils sur la partie marketing, parce que l'un va pas sans l'autre, Bien sûr. et qui arrivent du coup à délivrer leur message et améliorer en parallèle leur stratégie. Et justement, je t'ai pas arrêté au moment où tu en as parlé il y a quelques minutes, mais tu disais la phrase suivante que l'email est sans doute le levier le plus rentable.
Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ça et on pourra conclure là-dessus? Parce que je pense que ça peut être intéressant de savoir pourquoi aujourd'hui l'email n'est pas mort. On l'a expliqué je pense assez en profondeur dans ce podcast-là. Mais d'un point de vue ROI, donc le retour sur investissement, pour toi, c'est ce qu'il y a de plus, efficace aujourd'hui? Alors, il faut pas faire de trop grandes généralités. Dans certains cas, Bien ce sûr, sera hein. peut-être pas l'email qui sera le plus rentable. L'email a quand même 2 énormes avantages pour lui, c'est que un, envoyer 1000 emails, ça coûte très, très peu cher. Il y a énormément. On est sur quel ordre de grandeur là pour l'audience à Alors peu près? le coût, par 1000 emails envoyés, il va être en fonction des plateformes entre 30 centimes et 1 €, Oui, en fonction de la sophistication de la plateforme qu'on a acquise. Donc ça peut, enfin, c'est un coût qui est dérisoire. On reparlait du B2B où il y a souvent peu de leads, mais une conversion rapporte énormément. Clairement, le ratio coût-gain est important. Et puis l'email a aussi un avantage qui est gigantesque et qui permet de mesurer beaucoup, beaucoup de choses. Où, quand, comment quelqu'un a ouvert un email, sur quel lien il a cliqué, quand il a cliqué, être capable de faire le suivi de quelles sont les personnes qui ont cliqué dans un email, qui ont aussi converti derrière sur mon site web, qui permet justement de calculer la rentabilité de l'email de manière extrêmement fine. Alors on peut le faire aussi pour toute une série de canaux, mais par contre avec l'email, on peut le faire avec un historique identifié de qui a fait quoi dans mes emails sur les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années, ce qui est assez compliqué à faire sur les autres canaux. Et pour revenir sur la partie rentabilité, c'est pas forcément moi qui le dis, c'est qu'il y a eu toute une série d'études qui montrent que 1 € investi dans l'email rapporte bien plus que la plupart des autres canaux. Mais encore une fois, j'aime pas trop généraliser et survendre bien sûr, ça dépend des ces secteurs, de aspects-là. comment on travaille ses campagnes et de sa stratégie, bien entendu, hein. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez une valeur aussi et qu'on invite à toutes les personnes qui se posent des questions peut-être à vous contacter. Et justement, Jonathan, bon, le temps file. Je pense que on en fera un deuxième parce qu'on a évoqué, on a survolé certains sujets Avec qui plaisir. nécessitent à eux-mêmes des podcasts en entier, vers des séries de podcasts. Tu vois, on parlait des délivrabilités, on n'a pas vraiment évoqué ce sujet-là, même si c'est à la bouche de tout le monde et c'est très important. Mais justement, voilà, on va conclure un petit peu. Peut-être, tu peux nous parler des actualités qui vont arriver là en cette fin d'année 2021 et Alors, qu'est-ce que vous préparez pour ouais, il y 2022? a plein d'actualités différentes. Il y a le fait que notre outil, le patron, on l'a republié en open source. Donc pour les plus techniciens d'entre vous, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a fait, à vous approprier le code. On a lancé une initiative au début de l'année qui vise à rendre l'email plus vertueux d'un point de vue environnemental en ajoutant des dates d'expiration dans les emails pour que les webmails, les clients mails puissent faire du nettoyage et désengorger les serveurs de tous ces emails qui traînent. Euh, Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, hein, voilà, donc vu les milliards de mails qui partent par jour. voilà, c'est un sujet sur l'email et sur plein d'autres choses aussi. Il faut qu'on se bouge tous sur les questions écologiques aujourd'hui, même sur le numérique et peut-être même surtout sur le numérique. Et puis après, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à vous inscrire à notre newsletter. Donc, si vous allez sur batsender.com/blog, il y a un beau formulaire d'inscription à nos newsletters. On essaye de publier plein d'articles de fond sur tous nos sujets d'expertise. On organise régulièrement des lives sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire à nos newsletters si vous voulez continuer à vous éduquer aux questions d'email marketing et d'ICRM. Super, bah, complètement. On mettra un peu toutes ces infos en description du podcast si tu veux bien. Et justement, est-ce qu'on peut te contacter, tes équipes ou toi-même directement? Alors, Et comment on peut faire ça? ouais, soit sur le site lepatron.email sur la page contact ou sur batsender.com sur la page contact. Et sinon, on a une superbe adresse email qui s'appelle yesreply@batsender.com qui est un pied de nez au traditionnel no reply de No nos newsletters. replay, ouais. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et puis à peu près sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez trouver, on est dans les parages.
Eh ben, écoute, je mettrai ton LinkedIn et éventuellement cette fameuse adresse Yes Reply pour les personnes qui voudraient aller un peu plus loin de ce podcast. Et bah, j'ai plus qu'à te remercier, Bah, écoute, Jonathan. merci à C'était toi pour vraiment intéressant. l'invitation Et ben, avec et on se plaisir. recroise Et bientôt. absolument. Et écoute, très bonne continuation chez Batsender Merci et beaucoup. on surveillera de plus près les évolutions du patron pour voir et relayer, bien entendu, dès qu'il y aura du nouveau. À bientôt. À bientôt, Jonathan. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.